Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le président Václav Klaus, qui a été à la fois Premier ministre et président de la République tchèque. Donc, bienvenue à nouveau. C'est un plaisir de vous revoir. Bonjour. Vous êtes également très connu pour être un écrivain prolifique. Votre dernier livre, En défense de la normalité, est désormais disponible. Je mettrai un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Je ne sais pas combien de livres vous avez écrits à ce jour, mais c'est... Oui, pas mal. J'ai beaucoup trop écrit. J'ai peur que je devrais faire quelque chose de plus efficace que simplement écrire des livres. Eh bien, vos lecteurs ne seront probablement pas d'accord, mais c'est une bonne chose. J'aimerais donc discuter de l'Europe avec vous, car il semble que nous soyons confrontés à de nombreuses crises. Certains évoquent une crise des valeurs liée aux excès de l'idéologie woke, ou ce que vous appelez la révolution woke. Notre politique étrangère est souvent déterminée par la façon dont l'UMM souhaiterait que le monde soit, plutôt que par la réalité. Il y a souvent beaucoup de critiques concernant la bureaucratie européenne et le manque de responsabilité démocratique, et bien sûr, la guerre. Donc les crises s'accumulent. Mais vous faites partie de ceux qui parlent et écrivent sur ces sujets depuis de très nombreuses années. J'espérais donc que vous pourriez partager certaines de vos analyses. Je pense qu'un bon point de départ serait ce qui se passe aujourd'hui, avec le Parlement européen, qui organise un vote de défiance contre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Je me demandais si vous pouviez partager certaines de vos réflexions sur les problèmes rencontrés. Certainement, avec grand plaisir. Mais je voulais juste revenir sur l'un de vos points. Vous avez commencé à parler de l'Europe, puis vous avez évoqué la critique de la bureaucratie en Europe, et ensuite vous avez mentionné la guerre. Je pense que passer de la critique de la bureaucratie européenne à la critique de la guerre, que l'Union européenne soutient implicitement et à bien des égards aussi explicitement, relève d'un tout autre sujet, des questions totalement différentes. Critiquer l'Union européenne pour sa bureaucratie irrationnelle et son centralisme, qui me rappelle le communisme, c'est vraiment un niveau du débat qui était pertinent ces, disons, 30 ou 35 dernières années. Mais ce qui se passe actuellement est une autre histoire, un autre problème, et j'y suis très attaché. Comment percevez-vous le problème de la bureaucratie en tant que cause fondamentale? J'hésite à parler de la bureaucratie dans l'Union européenne. Elle a son histoire. À l'époque communiste, nous étions frustrés par de nombreuses choses et nous essayions de les critiquer. La seule critique possible à l'époque communiste était celle de la bureaucratie, car les dirigeants politiques comprenaient que ce n'était pas une critique du fond du système, mais simplement du fonctionnement du gouvernement et des autorités. Ainsi, critiquer la bureaucratie était un sujet quotidien dans les journaux tchécoslovaques à l'époque communiste, vraiment. Nous sommes donc plutôt réticents à limiter notre critique de l'Union européenne à la seule bureaucratie. Mais vous avez mentionné le Parlement européen et son vote de défiance, vous savez. Une chose est le vote et les résultats potentiels de celui-ci, que l'on peut facilement anticiper. Pour moi, un nouveau moment dans l'histoire de l'Union européenne a été le discours prononcé par Madame Ursula von der Leyen lundi après-midi ou lundi soir. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. La façon dont elle a ignoré toute critique potentielle de son travail et de celui de la Commission européenne est encore une fois quelque chose que je ne peux comparer qu'à ce qui se faisait à l'époque communiste. C'est donc une nouvelle étape, un nouveau niveau d'arrogance de la part de la principale responsable de l'Union européenne,
qu'elle a présenté aujourd'hui, car selon elle, toute personne qui ose critiquer quoi que ce soit dans l'Union européenne est un agent de Poutine. C'est une telle plaisanterie. Encore une fois, je dois mentionner l'expérience communiste. Toute critique substantielle signifiait que nous étions des agents de l'impérialisme américain. Je ne pourrai jamais l'oublier. Oui, j'ai vu qu'elle a écarté les personnes qui la critiquaient, non pas en se basant sur leurs arguments réels, mais plutôt en les qualifiant de théoriciens du complot et de propagandistes de Poutine, ce qui est. Et cette façon de dire que toute personne qui critique est presque un ennemi de l'État, c'est une voie très sombre à emprunter. Mais cela n'est pas apparu de nulle part. Encore une fois, quand je vois l'URMLO prendre une mauvaise direction, je repense souvent à un discours que vous avez prononcé au Parlement européen, je crois que c'était en 2009, où vous disiez que personne ne devrait prétendre avoir le monopole du concept d'intégration européenne. Oui, je suis désolé de le dire. C'est déjà de l'histoire. Cela remonte à 16 ans. Et mon discours, à l'époque, a probablement été, dans l'histoire de l'Union européenne, l'un des premiers discours véritablement critiques envers l'Union européenne. Je ne l'oublierai jamais. Néanmoins, c'est du passé. Il y a aujourd'hui d'autres responsables politiques dans beaucoup de nos pays. Ils ne savent déjà plus ce qui s'est passé à cette époque. Nous ne pouvons pas porter notre réflexion le passé. Nous devons critiquer la situation actuelle. Eh bien, une chose qui est relativement nouvelle par rapport à 2009, c'est cela, comme vous en avez beaucoup parlé, la révolution woke. Et encore une fois, son conflit avec des valeurs européennes plus traditionnelles aujourd'hui. On affirme souvent que la révolution woke a été importée des États-Unis, mais elle semble être plus puissante en Europe. Qu'en pensez-vous, en termes de ses origines et de son caractère perturbateur? Vous avez raison de dire les woke, ou je parle plus souvent de progressisme. Nous n'avons toujours pas le bon terme pour critiquer ce qui se passe. C'est certain, c'est maintenant bien pire en Europe. Néanmoins, cette idéologie n'est pas née en Europe, mais aux États-Unis d'Amérique. L'Europe a importé le progressisme et le wokisme des États-Unis jusqu'au moment où Trump a réussi à remporter les élections présidentielles. C'est assurément différent. Cependant, cela n'a pas commencé en Europe, donc je n'ai rien de particulier à dire à ce sujet. Eh bien, que dire de l'élection de Trump? Je veux dire, cet homme a évidemment de nombreux défauts, mais il semble être une force très puissante aux États-Unis qui a inversé cette tendance. Pensez-vous que cela soit durable ou voyez-vous des mouvements similaires en Europe? Je ne sais pas trop comment vous le définiriez, comme un contre-révolutionnaire ou autrement. Eh bien, parler d'une révolution imminente en Europe est absolument impossible. Je ne vois rien de tel. Et lorsque j'ai évoqué cela lors du discours d'Atlanta lundi, c'était, disons, un exemple, une preuve du fait que rien n'a changé en Europe. Les résultats des élections européennes de l'année dernière étaient relativement prometteurs, mais je dirais vraiment seulement relativement. C'est très bien qu'il y ait des patriotes au Parlement européen. Néanmoins, vous savez, le Parlement européen n'est pas un vrai Parlement, et par conséquent, il ne joue pas un rôle très significatif. Trump est un changement. Trump est un changement fondamental. La victoire électorale de Trump a bouleversé le monde et l'a secoué. Mais ce n'était que le début. Et cela nous a donné, comme nous en parlons souvent, une fenêtre d'opportunité, bien sûr. Trump nous a offert une fenêtre d'opportunité, mais la prochaine étape dépend de nous tous, pas seulement de Trump.
Pensez-vous que Mélanie ou quelqu'un d'autre en Europe ait le potentiel de provoquer des perturbations similaires? J'en ai bien peur. Non. Mon meilleur ami parmi les hommes politiques a depuis très longtemps été Viktor Orban en Hongrie. Mais à mon grand regret, la révolution en Europe ne peut pas commencer dans un petit pays. La révolution en Europe doit avoir lieu dans l'un des grands acteurs européens. Et je ne vois aucune chance de révolution en France, bien au contraire. Et surtout, je ne vois aucune chance qu'une révolution se profile en Allemagne, ce qui est absolument tragique. Au contraire, la victoire de Merz aux élections de janvier a vraiment été un résultat tragique, et j'ai bien peur que ça fasse reculer l'Europe, vous savez. Donc je ne vois aucune révolution. Je sais qu'il y a beaucoup d'Européens qui sont contre ce qui se passe en Europe, mais ils sont encore très faibles, désorganisés, et quand je regarde les différents partis patriotes, c'est formidable qu'ils existent. Je soutiens beaucoup ce mouvement, mais cela reste encore quelque chose de politiquement assez flou. Mais qu'en est-il de... Eh bien, on peut dire, bien sûr, qu'une partie de cette idéologie woke, comme vous l'avez également souligné, trouve ses origines dans l'école de Francfort en Allemagne. Mais qu'est-ce que ça signifie pour l'État-nation européen? Car on a considéré que c'était ce qui permettait d'équilibrer le conservatisme avec les valeurs libérales. Cela en a fait en quelque sorte un cadre très solide pour les deux. Mais voyez-vous cela également comme étant menacé? Je suis très prudent lorsque je parle de valeurs. Le terme valeur a été galvaudé dans les discussions européennes. Madame von der Leyen en parle très souvent et elle a répété à de nombreuses reprises lors de son discours de lundi des références à des valeurs européennes inexistantes. Il s'agit d'un programme inexistant. C'est simplement une manière formelle de parler en principe de rien. Et il ne s'agit pas seulement des valeurs européennes. Vous avez commencé par l'Europe. J'ai beaucoup de difficultés à discuter de l'Europe, ce que cela signifie réellement. Je n'accepte pas d'assimiler l'Europe à l'Union européenne. L'Union européenne est une entité politique qui a mal commencé et qui n'est pas authentique. C'est une création artificielle qui ne représente pas vraiment les peuples du continent européen. Mais le problème, c'est que le continent européen n'est pas un État-nation. Le continent européen n'a pas de citoyens, il n'a pas, en allemand, il n'a pas la substance nécessaire pour créer l'Europe. Je pense que nous parlons très souvent de l'identité européenne, mais j'ai bien peur qu'en principe, l'identité européenne soit relativement très faible. Je suis quelqu'un qui se sent pragois, né à Prague, qui a passé toute sa vie ici. Je suis définitivement, et c'est là mon identité cruciale, je suis tchèque. En même temps, je suis slave, ce qui, aujourd'hui, pour utiliser ce terme, signifie immédiatement que vous êtes un ami ou un agent de Poutine. Mais je me sens slave, et je me sens aussi d'Europe centrale. Mais pour moi, l'Europe en tant que telle est une identité très faible. Quand je regarde les villes autour de la République tchèque, Cracovie, Dresde, Munich, Vienne et Salzbourg, elles font partie de mon monde, elles sont presque chez moi. Mais pour moi, Lisbonne, Helsinki et je ne sais pas, Sofia, sont quelque chose de totalement différent. Oui, eh bien, c'est une critique très courante et raisonnable. L'Union européenne n'est pas l'Europe. Dans une large mesure, c'est aussi, comme vous l'avez dit, ce que Orban défend avec beaucoup de vigueur. En effet, l'Union européenne semble saper une grande partie de ce que nous considérions autrefois, je suppose, comme l'Europe. Monsieur le professeur, j'étais président du pays lorsque la République tchèque est entrée dans l'Union européenne. Et je n'oublierai jamais les jours et semaines qui ont suivi. Je voyageais à travers l'Union, et partout on m'accueillait avec une affirmation totalement erronée.
bienvenue en Europe. Je ne le supportais pas. Je disais que même pendant les jours les plus sombres du communisme, nous faisions partie de l'Europe. Ce que nous avons rejoint le 1er mai 2004, c'était l'Union européenne, pas l'Europe. Il est très difficile de discuter de l'Europe en tant que telle. C'est un continent, mais pas une entité capable de créer un citoyen. Mais les Européens, eux, nous avons de nombreux États, la plupart petits ou de taille moyenne. Et j'ai tendance à apprécier l'idée centrale que l'Europe utilise son pouvoir de négociation collective, c'est-à-dire qu'elle cherche une forme d'intégration. Je pense effectivement que l'Ulla Mellomer a clairement perdu sa voie. Je ne comprends pas vraiment la direction qu'elle prend actuellement. Je ne pense pas qu'elle assure une bonne gouvernance, ni la prospérité économique, ni même la sécurité. Mais il doit bien exister une forme, n'est-ce pas, pour que les Européens coopèrent, pour qu'ils jouent un rôle dans le monde. Eh bien, l'Union européenne est tout sauf simplement une institution de coopération. La coopération signifie autre chose. Des personnes comme moi souhaitent vraiment coopérer en Europe autant que possible. Par conséquent, l'idée originale de l'intégration européenne était sans aucun doute positive. Mais ce qui a changé, c'est le moment où l'entité européenne d'origine, la communauté européenne, a été transformée en Union européenne. Créer une entité politique à partir des États membres européens est vraiment une tâche totalement différente de l'intégration économique à bien des égards. Et surtout, c'est autre chose que la coopération. La coopération signifie faire des choses ensemble, de manière volontaire. L'unification politique de l'Europe, qui a essentiellement commencé en 1992 avec le traité de Maastricht et ensuite été développée avec le traité de Lisbonne en 2009, est une toute autre histoire. Je suis donc un critique de longue date de cette évolution. Je voudrais aborder un peu la question de la guerre en Ukraine, car beaucoup des comportements actuels de personnes comme von der Leyen ou les problèmes économiques et de sécurité que nous rencontrons, beaucoup de ces problèmes existaient déjà avant la guerre en Ukraine, mais ils se sont considérablement aggravés à cause de celle-ci. C'est donc devenu en quelque sorte le grand sujet tabou. Comment pouvons-nous comprendre, ou idéalement comprendre, afin de résoudre cette crise? Car pour beaucoup, il a semblé que tout cela est arrivé soudainement en 2022. Mais d'autres, dont vous faites partie depuis plus de 10 ans, avaient averti depuis longtemps que nous pouvions nous engager sur cette voie. Comment pouvons-nous comprendre et idéalement résoudre cette guerre, puisque plus personne n'en tire profit aujourd'hui? Monsieur le professeur, vous avez raison de souligner que la guerre en Ukraine n'a pas commencé le 24 février 2022. C'est simplement ainsi que certains commentateurs politiques et certains responsables politiques interprètent aujourd'hui la situation. Nous avons tous compris que le problème existait depuis des années, au moins depuis la dernière décennie. Nous en avons parlé, nous avons fait des discours, écrit des articles, critiqué ce qui se passait, mais personne n'a essayé d'écouter. Donc arrêter soudainement la guerre dès qu'elle a commencé est à mon sens impossible. Il serait possible d'instaurer un cessez-le-feu, d'accord, et j'y suis tout à fait favorable. Mettre fin aux tueries et à la destruction de tant d'autres choses, pas seulement des vies humaines, est tragique et inexcusable. Mais le monde devrait commencer à négocier et à discuter sérieusement, ce qui n'est pas le cas. Le président Trump avait promis de mettre fin à la guerre dans les 24 heures suivant son investiture. Cela ne s'est pas concrétisé, car il est impossible de dire, comme Trump le fait parfois, « Maintenant, je ne suis pas content que vous ne vouliez pas conclure un accord, donc je vais m'en aller. » Non, nous savons tous que la guerre en Ukraine n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie.
Tout le monde est conscient qu'il s'agit d'une guerre entre l'Occident et la Russie et que l'Ukraine n'est qu'un acteur dans ce jeu. L'Ukraine est la victime de cette guerre. Pendant la guerre, l'Ukraine a commencé à agir un peu différemment et c'est une autre histoire. Mais pour moi, l'Ukraine est la principale victime de la guerre. Je suis d'accord avec cela. L'une des déceptions, non seulement avec l'Union européenne, mais aussi avec de nombreux États européens, a été que pendant 3 ans, alors que toutes ces personnes mouraient sur la ligne de front, tant russes qu'ukrainiens, il n'y avait aucune diplomatie. Récemment, le président Macron a décroché le téléphone et a parlé à Poutine pour la première fois depuis, je crois, plus de 1000 jours. C'est un peu choquant, étant donné que nous avons une guerre d'une telle ampleur en Europe et que nous ne pouvons même plus parler à l'autre camp. Mais vous avez mentionné que les Ukrainiens sont un acteur dans ce jeu, que c'est un conflit plus large entre l'Occident et la Russie. À travers ce prisme, comment ce conflit peut-il être résolu? Parce que lorsque les Russes évoquent la neutralité de l'Ukraine, ce n'est pas seulement une référence à l'Ukraine. C'est, je suppose, une référence au système de sécurité européen dans son ensemble. Donc, si les pays occidentaux s'asseyaient et négociaient avec la Russie, au-delà de toute dispute territoriale, qu'est-ce que nous devons résoudre en Europe pour, je suppose, mettre fin à la source de ce conflit? Eh bien, je dois répéter qu'il n'est pas facile de commencer à résoudre ce problème maintenant. Cela aurait dû commencer bien plus tôt. Et il n'y a aucune excuse pour que les superpuissances mondiales, les puissances internationales, les organisations, les Nations Unies, même l'Union européenne, n'aient pas pris part au jeu de manière explicite bien plus tôt. Tous auraient dû chercher une solution qui n'aurait pas mené à la guerre. Ce fut une erreur tragique de la communauté internationale, en fait de nous tous. Comme je l'ai dit, la Russie a également commis une erreur tragique. La Russie aurait dû être assez inventive pour trouver une autre solution que la guerre. Mais il est trop tard pour dire cela maintenant. Néanmoins, la négociation est la seule issue. J'espère que Trump sera capable de faire quelque chose à cet égard. Sinon, je ne vois personne qui serait capable de faire une différence fondamentale. Ce n'est certainement pas l'un des dirigeants européens comme Macron. D'ailleurs, je ne lui ferai pas vraiment confiance quant à la sincérité de sa façon de penser. Non, je suppose que beaucoup de gens ne le considèrent pas comme très sincère, étant donné que pendant de nombreuses années, il a soutenu qu'il fallait trouver un moyen de résoudre les conflits que nous avons avec les Russes. Et maintenant, il ne leur parle plus du tout. Mais à bien des égards, la guerre a rendu les différends qui précédaient le conflit encore plus complexes. Car Macron faisait partie de ceux qui affirmaient qu'on ne pouvait pas construire une Europe sans la Russie, car cela reviendrait à créer une Europe contre la Russie. Mais à cause de la guerre, nous devons trouver un moyen de résoudre la question avec la Russie, étant donné qu'elle possède la plus grande population d'Europe. C'est le plus grand territoire d'Europe, la plus grande armée, et en termes de parité de pouvoir d'achat, c'est aussi désormais la plus grande économie d'Europe. Donc l'exclure de l'Europe serait une source de conflit perpétuel. D'un autre côté, après cette longue guerre par procuration, de nombreux pays européens ont, on peut le dire, des préoccupations légitimes. Les États baltes, bien sûr, sont très vocaux. Alors comment résoudre ce problème aujourd'hui? Car, comme je l'ai dit, beaucoup de choses semblent être devenues plus complexes au cours des 3 dernières années et plus. Cela devient plus complexe. Mais nous devons nous débarrasser de certaines hypothèses erronées et, à mon sens, stupides, car ces hypothèses et préjugés tuent pratiquement toute discussion rationnelle. Je peux comprendre ce que c'est que d'être un État balte et d'avoir peur de ce qui pourrait potentiellement arriver. C'est indéniablement la réalité.
Néanmoins, présenter la Russie comme un pays qui veut dominer l'Europe et qui continuerait à avancer avec ses armées à travers l'Ukraine vers l'Europe centrale puis occidentale, c'est une plaisanterie. Ce n'est pas un débat sérieux, et cela ne peut pas constituer la base d'éventuelles négociations futures. Nous savons tous que la Russie a déjà beaucoup de mal à avancer de 500 mètres quelque part, simplement pour atteindre le territoire d'un autre village ukrainien. L'idée que la Russie tente d'envahir l'Allemagne et la France dépasse mon entendement et ne m'intéresse même pas à discuter. Néanmoins, certains hommes politiques européens, et je dois dire, à mon grand regret, même des hommes politiques tchèques, répètent ces mêmes absurdités. Mais comme vous l'avez mentionné, et je suis tout à fait d'accord, le cessez-le-feu est la première étape. Un cessez-le-feu difficile, d'ailleurs. Mais le cessez-le-feu rendra la situation un peu moins tendue, je pense, et les négociations pourraient alors se dérouler dans une atmosphère plus positive. Ce que j'entends de Moscou, cependant, c'est que la raison pour laquelle ils ne voudraient pas d'un cessez-le-feu, c'est parce qu'ils estiment que la guerre tourne de plus en plus à leur avantage. Leur principale préoccupation est donc que s'ils acceptent un cessez-le-feu, cela fonctionnerait comme un nouvel accord de Minsk. Les Européens gagneraient simplement du temps pour se réarmer. Alors, comment pouvons-nous surmonter cet obstacle? Car c'est une critique raisonnable, mais je ne sais pas comment la dépasser. Je comprends aussi l'argument selon lequel un cessez-le-feu serait bénéfique pendant les négociations, car tous ces hommes qui meurent chaque jour ne facilitent en rien les discussions. Un cessez-le-feu est un cessez-le-feu, ce qui signifie qu'il doit être instauré en acceptant la situation telle qu'elle est. Demander à une armée ou à une autre de reculer de 100 ou 1000 kilomètres, ce n'est pas un cessez-le-feu. C'est un changement total des conditions et des préalables à toute solution. Tout simplement, un cessez-le-feu doit être instauré en acceptant la situation actuelle entre les armées de chaque camp. Zelensky parle d'un autre type de cessez-le-feu qui n'en est pas un, mais plutôt d'un retour à la situation d'il y a 1, 2 ou 3 ans. Ce n'est pas un cessez-le-feu. Acceptons donc que le cessez-le-feu soit la première étape. Stop. Eh bien, nous avons également eu récemment un sommet de l'OTAN. On est censé nous armer et consacrer 5% du PIB aux armes. Par le passé, nous n'arrivions même pas à atteindre 2%. C'est donc un objectif très ambitieux. Et cela semble aussi se produire à un moment où les économies européennes rencontrent d'importants problèmes et doivent s'adapter à une économie différente. Pensez-vous que cela soit réalisable ou est-ce souhaitable de l'atteindre? Comment interprétez-vous ces nouveaux objectifs de l'OTAN? Je ne pense pas que ce soit sérieux. À l'exception de la Pologne, aucun pays au monde n'essaie réellement d'atteindre cet objectif. Je me souviens d'une époque où nous avions du mal à atteindre 1%, 1,2%, 1,4%. Aujourd'hui, nous avons réussi à atteindre le niveau de 2%, simplement en payant à l'avance pour des avions de chasse américains. Il n'y a pas la capacité de dépenser 5%. Et maintenant, la question est pourquoi faire? Pour attaquer un pays ou simplement essayer de maintenir le pays en bon état. Donc, je ne pense pas que 5% soit une idée rationnelle. Un autre problème est de savoir si nous sommes capables de le faire alors que nous faisons face à l'utilisation aberrante de l'argent par le Green Deal et à la création, en pratique, d'une énorme inflation sur notre territoire. Donc, la concurrence entre les objectifs est un autre problème, mais 5% en tant que tel, ce n'est pas pour la défense. C'est pour l'attaque. Et ça, je ne peux pas l'accepter.
Eh bien, le dernier sujet sur lequel je voudrais vous interroger concerne également un thème que vous avez abordé, les changements plus larges dans le système international, c'est-à-dire l'ordre unipolaire établi après la guerre froide. Lorsque, en pratique, les États-Unis et l'Occident politique étaient les seuls acteurs majeurs. Cet ordre semble toucher à sa fin, et vous avez également évoqué l'émergence des BRICS. Quel rôle voyez-vous pour l'Europe dans ce nouveau monde? Car il semble que nous ayons tout misé sur ce partenariat avec les États-Unis pour, je ne sais pas si vous appelleriez cela une hégémonie collective. Mais alors que le monde évolue désormais vers un système plus multipolaire et que les BRICS sont désormais plus grands que le G7, comment voyez-vous? Que fait l'Europe et que devrait-elle faire selon vous dans ce contexte? Eh bien, le passage du unilatéralisme au cours des 20 ou 25 dernières années, après tant de décennies de bipolarisme et de lutte entre le communisme et le capitalisme, nous amène lentement mais sûrement vers un monde multipolaire. Mais ce mouvement n'est pas simplement une décision, c'est la conséquence des forces différentes de diverses régions du monde. Nous nous dirigeons donc clairement vers un monde multipolaire, mais nous n'y sommes pas encore. Et l'hégémon existant fait tout son possible pour conserver sa position unique, ce qu'il démontre, pas seulement cette fois-ci, pas seulement dans la guerre en Ukraine, mais aussi à Gaza et sur la question du Moyen-Orient. Ce qui, vous savez, me frustre vraiment. Ainsi, la transition vers le multilatéralisme est un processus lent et évolutif. On ne peut pas le résoudre en organisant une conférence de quelques pays triés sur le volet. Bien sûr, les ambitions des pays des BRICS de faire quelque chose sont légitimes. J'y suis tout à fait favorable, mais je n'attendrai pas trop de résultats dans l'immédiat. Ce qui m'inquiète, c'est que cela pourrait ramener à une forme de politique de bloc, mais je n'en suis pas certain. À mon avis, l'idéal serait peut-être de trouver un arrangement où les États-Unis et l'Europe pourraient collaborer avec les BRICS, au lieu d'avoir ce mur rigide entre ceux qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais le problème plus large, cependant, entre les États-Unis et l'Europe, comment voyez-vous cela affecter la relation? Parce que les États-Unis semblent indiquer aux Européens que dans un monde multipolaire, l'Europe ne sera plus la priorité principale. En effet, elle ne sera peut-être même pas en deuxième position, mais loin derrière, en troisième. Pensez-vous qu'il sera difficile de préserver le partenariat qui existait, non seulement depuis 30 ans, mais depuis de nombreuses décennies? Une chose est le partenariat vraiment organisé sur le plan institutionnel. Une autre chose est la véritable proximité, pas seulement entre l'Europe et l'Amérique. Nous, du moins implicitement, avons accepté a priori que nous sommes l'Occident, que l'Europe et les États-Unis d'Amérique font tous deux partie de la civilisation occidentale. Cela existe, qu'il y ait ou non des conflits entre Ursula von der Leyen et Trump. C'est la réalité. Donc j'espère, parler de partenariat est déjà pour moi une question technique. Nous devons nous battre pour la survie de la civilisation occidentale contre tous les ennemis mortels. Et ces ennemis se cachent dans tous les nouveaux ismes ou idéologies à la mode, le progressisme ou le wokisme, comme vous l'appelez. Définitivement, le multiculturalisme est pour moi une erreur fatale des intellectuels du monde actuel. Et l'écologisme, qui est à la base des absurdités du Green Deal dans le monde. Cela fait partie du genrisme, une attaque fondamentale contre les valeurs et traditions occidentales. C'est un gros problème pour moi à long terme. Oui, ma dernière question, c'est simplement quelque chose qui semble être un fil conducteur. Vous avez mentionné la rationalité à plusieurs reprises. Pensez-vous que c'est un défi majeur pour l'Europe, un manque de pensée rationnelle? Je me demande simplement, que ce soit à travers beaucoup de ces révolutions culturelles
ou je suppose, le refus de dialoguer avec des adversaires comme les Russes, voyez-vous cela comme un problème de rationalité, ou plutôt comme un entêtement unilatéral, ou comment l'interprétez-vous? Rationalité. Rationalité. Je ne suis pas sûr. Nous devons revenir à 4 ou 5 vraies valeurs fondamentales, pas celles de Madame von der Leyen. Et la valeur numéro 1, qui devrait être la base de notre réflexion, et c'est ce que nous avons vraiment appris à l'époque communiste de façon fondamentale, c'est la question de la liberté. La liberté est pour moi le principe de base qui unit l'Occident. Nous sommes soit pour la liberté, soit contre elle. Et j'ai bien peur que ces nouvelles idéologies parlent de tout sauf de la liberté. La liberté est quelque chose que beaucoup de gens considèrent comme acquise, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Comme l'a dit, je crois, Ronald Reagan, la liberté est quelque chose pour laquelle chaque génération, tous les 25 ans, doit à nouveau se battre. Donc je parlerai de la liberté, pas seulement de la rationalité. Cela me plaît. Eh bien, Président Klaus, merci beaucoup de votre temps. Je sais que vous êtes un homme occupé, probablement en train d'écrire votre prochain livre, donc je vous en suis reconnaissant. Merci. Merci beaucoup, merci.